Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Best of Business Analyst. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un voyage un peu particulier, celui de quelqu'un qui a construit des ponts entre deux mondes souvent cloisonnés, celui de la business analyse et celui du test logiciel. Mon invité du jour, qui s'appelle Lionel Gravero, il a commencé sa carrière loin des lignes de code sur les chantiers en tant que chef de projet bâtiment, mais très vite, il a élargi ses horizons avec un master en informatique et des expériences dans des secteurs aussi critiques que la finance, la banque, l'assurance ou l'édition de logiciels. Alors au fil des années, Lionel est devenu un expert reconnu en qualité logicielle, qu'on appelle également QA, Quality Assurance, et en business analyse, le petit nom, vous le connaissez, c'est BA. Mais surtout, il a découvert que pour vraiment bien tester, il ne suffisait pas de cocher des cases, il fallait d'abord comprendre en profondeur ce que les métiers attendent vraiment. Alors dans cette interview, Lionel va nous partager son parcours, ses anecdotes, ses leçons apprises parfois sur le terrain, parfois au détour d'une modélisation qui a tout changé. Nous parlerons de culture test, des différents niveaux de test à connaître, des différences entre QA, donc Quality Assurance, et QC, Quality Control, de la complexité croissante du métier avec l'automatisation, des langages comme Cucumber, etc. Et surtout de la façon dont la posture d'analyste métier, donc de business analyst, transforme et renforce le rôle du testeur. Et enfin, on va ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Comment l'intelligence artificielle bouscule déjà le monde du test logiciel et ce que cela pourrait changer demain. Alors bref, si vous vous intéressez à la qualité, au test, à la business analyse ou tout simplement à l'art de mieux comprendre avant d'agir, vous êtes au bon endroit. Alors bienvenue Lionel, je suis ravie de t'accueillir pour cet échange. On en parle depuis quelques temps déjà et ça y est, c'est The D-Day. Bonjour Alice, merci pour m'avoir invité et puis j'espère que les auditeurs et les personnes qui liront cette vidéo seront contents et apprendront beaucoup de choses. Eh ben, moi, j'en suis sûre parce que déjà, rien qu'en la préparant, moi, j'ai déjà appris pas mal de choses. T'es un expert en test et tu vas nous expliquer pas mal de choses déjà. Déjà, pour commencer, tu m'as raconté une petite anecdote Hmm. sur, que tu as nommé d'ailleurs l'histoire du verre d'eau. Est-ce que tu veux peut-être Ouais. nous en parler? Il faut présenter un petit peu Alors, le test. je reviens juste un petit peu en arrière parce que, comme tu l'as dit au début, ma première carrière, c'était chef de chantier, effectivement, dans le bâtiment, où j'ai découvert les clients en direct. Et donc, j'avais un petit peu un background de contact avec les clients. Ensuite, quand j'ai eu mon master, je suis arrivé dans une entreprise. Alors, j'ai passé un entretien avec le PDG directement, qui travaillait dans le test. Donc, je ne citerai pas l'entreprise parce que bon, elle n'existe plus. Mais il avait questionné beaucoup de personnes et fait des interviews pour essayer de voir qui il pouvait recruter pour être, on va dire, travailler avec lui, pas son bras droit parce qu'il y en avait eu un autre, mais s'occuper de gros chantiers. Et il m'a posé une question. Alors, c'était une question qui pouvait paraître toute simple. Il a avancé un verre d'eau vide sur la table et il m'a posé la question en me disant comment tu testerais ce verre? Et moi, j'ai regardé le verre et la première chose qui m'est sortie à l'esprit, parce que j'avais un petit peu de retour d'expérience avec les clients, c'est que je lui ai directement demandé, mais à quoi va servir ce verre? Et sa réaction, c'était, OK, tu es embauché. Et en fait, j'ai demandé, mais comment que ça se fait? Il m'a dit, parce que les autres, ils ont commencé à tester le verre. Ils m'ont dit, voilà, je remplis le verre d'eau, je mets du whisky, enfin, je mets un peu de trucs, de l'eau chaude, de l'eau froide et tout ça. Et à la fin, je leur disais, oui, mais malheureusement, c'est pas un verre pour boire, c'est juste un verre pour mettre des stylos. Et donc, je me suis vraiment intéressé à ce genre de questions pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une question qui est en rapport avec le besoin client. Et donc, je ne m'étais pas trompé en répondant ce que je lui ai répondu. Donc voilà, et ça, ma J'aime carrière beaucoup. a vraiment commencé comme ça, quoi. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais commencer ton interview par cette anecdote et cette belle histoire, parce que déjà, tu es tombé sur on va dire, un manager qui avait cette Mm, philosophie de mm, comprendre avant de tester ce que toi, tu as déjà depuis de nombreuses années, que tu as peaufiné au fil du mm. temps. Donc
là, tu es, alors ton intitulé de poste, il varie en fonction des missions parce que tu Mm. es essentiellement freelance, mais on va dire qu'on a essayé de trouver un libellé. Tu es QA manager, test manager et business analyst. Voilà, en gros, c'est ça, oui. Alors, Voilà. ça peut être aussi test lead. Alors, test lead interprojet, parce que comme je travaille principalement sur des très, très gros projets ou des programmes, il y a, alors évidemment, un besoin métier qui va être transverse. Donc, les projets travaillent chacun sur une partie et ensuite, il y a un assemblage qui se fait. Et à la fin, bien évidemment, il y a une réponse qui doit être donnée au client sur quelque chose de transverse. Donc, on parlera ensuite test de bout en bout. Voilà. Super. Donc, bah, tu vas nous partager un petit peu ton parcours parce qu'en fait, malgré tout, ça va en inspirer plus d'un. Je sais qu'il y a pas mal de testeurs qui regardent cette chaîne, aussi beaucoup de personnes dans le test qui veulent devenir business analyst. Toi, en fait, c'est ton cœur de métier que tu as tout simplement Mm. agrémenté avec de la business analyse. Donc, tu vas nous partager quand même un peu ton parcours, tes méthodes, ta vision du test logiciel. Et on va finir notamment par, on en parlait juste avant de commencer cette interview, de l'intelligence artificielle pour une petite fenêtre sur l'avenir. Voilà, donc je sais que ça va être un échange inspirant entre qualité, analyse d'affaires, donc business analyse, et pragmatisme terrain. Alors, première question, donc c'est un peu pour mieux te connaître, mais pour montrer peut-être à celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le test logiciel, tout simplement les projets informatiques, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots, évidemment sans trahir la confidentialité de tes clients, sur quel type de projet tu as travaillé? Alors, j'ai travaillé sur des projets, d'abord des projets qui étaient critiques chez les clients finaux à partir du moment où ils utilisaient des données confidentielles et on faisait ce qu'on appelle à l'origine des transformations de données. Alors, à l'époque, il y avait énormément de bases de données différentes et j'ai commencé à travailler sur les ETL, ce qu'on appelle les ETL. Alors, donc, ça a bien changé. Mon premier ETL, c'était Genio, qui je pense, tourne encore à certains endroits, mais a dû être remplacé par des outils comme Talend. Et il s'agissait justement d'être, comment dire, pragmatique sur l'utilisation de toutes les bases de données et des données, des typologies de bases de données et de la façon dont elles fonctionnaient, parce que différentes entreprises utilisaient différentes bases de données, mais au sein de la même entreprise, par exemple France ou Monde, on pouvait à différents endroits utiliser des bases de données différentes en local et on voulait centraliser les informations pour être capable d'extraire des informations. Alors, à l'époque, ça s'appelait de la BI. Maintenant, on va Ça plus s'appelle loin. encore la BI quand même. Ben, Enfin, je sais pas, parce qu'en fin de compte, XML. si ça s'appelle encore de la BI, mais comme les données sont vraiment plus hautes que le Teradata, ça devient encore beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, on a besoin de logiciels qui soient capables de tenir le coup. Et donc, de transformer les données pour les centraliser sous un seul format, après les avoir concaténées, étendues, enfin, bon, tout ce qu'on veut fait des différentes typologies de manipulation dessus. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et ça c'était ma première expérience après avoir passé mon master en informatique. Et donc j'étais référent sur ce genre de choses parce que j'étais descendu très en profondeur. Et je travaillais aussi avec donc les informations qui provenaient des métiers, puisque je travaillais en direct avec le support niveau 3. Et le support niveau 3 me mettait en contact avec différents clients quand il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Donc, Alors, juste pour celles et ceux qui découvrent totalement l'informatique, etc., juste pour dire ce que c'est support niveau 3, quand il y a de la maintenance évolutive et corrective, hmm, bah, vous avez en premier lieu, quand vous avez même n'importe quel fournisseur que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne, quand vous téléphonez, vous avez le support de niveau 1 qui va, on va dire, répondre aux questions les plus simples. S'ils savent pas, ils passent au support niveau 2 qui sont déjà un peu plus experts. Et le support niveau 3 c'est des méga experts côté métier. Et toi, du hmm. coup, dans ton domaine, tu communiques avec les métiers, avec notamment les experts métiers Voilà, plus. exactement, exactement. Donc, au niveau du support niveau 1, ils étaient en contact direct avec les clients finaux. On avait une maîtrise métier, bien évidemment. Et puis après, bon, quand il y avait des problématiques qui étaient vraiment très poussées, on faisait appel à moi pour justement voir d'où venaient les problèmes. Et Euh, pour savoir, enfin moi je m'étais noté que tu avais fait, donc tu avais travaillé, alors je suis désolée, on n'a pas trop le temps d'aller trop dans le oui, détail malheureusement de tout ce que tu as fait parce que je sais que c'est hyper mm, inspirant pour pas mal de personnes, ils aiment bien, enfin, je sais que vous êtes nombreux à me dire on aime bien des témoignages, savoir comment travaillent les collègues mm. qu'on ne connaît pas, etc. Parce que ça ouvre un petit peu sur d'autres expériences, mais j'aimerais juste que tu donnes quelques éléments clés, mais notamment aussi moi j'ai noté que tu travaillais Au dans des niveau de la secteurs. finance.
comme la Ouais, la finance, finance, oui. l'assurance, voilà. Donc, Ouais, tout à fait, oui. Donc après, après quelques années, j'ai travaillé en finance, donc sur des gros programmes. Alors, c'est en rapport avec ce qu'on utilise en banque, mais de façon très légère, des produits financiers. Par exemple, quand vous voulez faire un investissement, chaque personne a besoin d'avoir un apport de la banque et on va dire qu'on cape, par exemple, à 3,5% des produits financiers pour vous prêter de l'argent. Et j'ai travaillé justement en finance derrière avec des typologies de produits qu'on retrouve dans la finance directe et dans les banques. Et donc j'ai travaillé aussi en banque sur des produits risques financiers. Ensuite, et puis dans les assurances aussi, sur les assurances. Donc j'ai fait pas mal de projets et de programmes là-dessus, où justement, quand on doit faire des tests en rapport avec le métier, donc des tests de bout en bout, ou même des tests avant le test de bout en bout, pour savoir un peu comment les fonctionnalités marchent, on s'aperçoit qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas la connaissance du métier. Et donc, la plupart du temps, quand on commence à faire tout un tas de tests. Et le tout un tas de tests, ça ne sert à rien, en fin de compte, au final. On perd beaucoup trop de temps. Donc, on va devoir travailler avec les métiers, voir comment ils fonctionnent, comment ça marche, comment ils veulent que l'outil fonctionne à la fin. Donc, on va se créer des documents. Alors, c'est de la business analyse, bien sûr, parce que j'en ai fait, hein, et je continue à en faire, où on apprend avec le métier. On doit faire des documents pour que tout le monde comprenne, autant de notre côté qu'au niveau du développement, comment le tout fonctionne et la chaîne complète. Donc après, bien évidemment, les techniciens au niveau des IT vont chacun se partager le travail, mais à la base, on doit savoir comment ça fonctionne. Et donc, autant au niveau finance, bancaire ou dans tous les corps de métier, si au niveau du test, on ne fait que prendre des documents et dire voilà, on va tester comme ça, sans avoir réfléchi à l'origine et avoir un peu partagé la partie métier, on se perd dans des élucubrations, des tests qui ne servent strictement à rien. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de logiciels qui aidaient à faire des tests automatiques, mais ça ne servait à rien. Donc on perdait 90% de la charge là-dessus. Et maintenant, on va directement sur l'analyse des scénarios et les risques et on travaille avec ça. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que c'était la deuxième question, mais tu as fait un petit teasing, puisque toi, finalement, déjà avec l'histoire du verre d'eau, tu as Ouais. cette sensibilité aux compréhensions des besoins métiers, mais tu as vraiment compris depuis longtemps que pour être efficace et apporter de la qualité au processus de test, en fait, il fallait se concentrer sur les bonnes questions Mm. et éviter, comme tu viens de le dire, de s'éparpiller dans des tests inutiles, parce Mm. que, comme tu dis, les testeurs, en fait, qui doivent tester, mais sans s'intéresser aux besoins métiers, finalement, ils vont peut-être faire beaucoup de choses, mais c'est pas les bonnes. Euh, Mm. et toi, c'est vraiment la compréhension des besoins des pôles et des utilisateurs métiers qui t'a d'ailleurs poussé à te Mm. professionnaliser en business analyst, puisque tu as, Mm. suivi la masterclass, et donc tu es business analyst également, même si tu restes dans ton domaine de cœur Mm. qui est le testing. Euh, donc toi, tu t'es pas reconverti. C'est ça qui est amusant, c'est que souvent les personnes qui viennent se former, c'est pour se reconvertir ou maîtriser la business analyse. Mais toi, en fait, tu es venu parce que tu me dis, je sais à quel point ça peut m'apporter une valeur Mm. ajoutée, on va en parler un petit peu après, dans le domaine du test. Et est-ce que justement, tu as commencé à nous donner quelques exemples, mais tu aurais peut-être, encore une fois, sans être dans la confidentialité, quelques anecdotes par exemple, de projets où tu es arrivé et c'était vraiment le bazar, c'était complètement mal testé et il y a eu des problèmes sérieux. Et au contraire, des projets où toi, tu as amené ta compétence, double compétence business analyse et testing pour justement améliorer le processus logiciel et la qualité logicielle. Mm. Je vais peut-être prendre deux exemples. Un exemple où j'étais dans une grande banque en finance, où les tests malheureusement étaient faits n'importe comment. En fait, on regardait ce qu'on devait développer avec le peu d'informations qu'on avait et on crée des tests derrière. Et au final, systématiquement, quand on avait une livraison, ça ne marchait pas. Il y avait des bugs, des retours et ce genre de choses. Donc moi, je m'en suis un petit peu pris à moi-même en me disant, bon, on m'a demandé de venir, d'aider, et en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé et j'ai créé, alors en tant que AMOA et test manager, parce que j'avais les deux, Ouais. j'ai travaillé avec les business
j'ai écrit justement, alors leurs exigences étaient écrites, on a travaillé sur les spécifications et il a fallu qu'on écrive des specs. Alors, tu l'as très bien noté et tu as donné un très bon document dans une de tes vidéos où pour faire ce genre de choses, il faut avoir un document, un template, ce qu'on appelle un template, qui te permet justement d'aller à l'essentiel. Et dans cette entreprise, on avait justement des templates où on ne devait pas dépasser 5 pages. Et en ne dépassant pas 5 pages, on est capable justement d'aller uniquement à l'essentiel, donc de se creuser la tête, donc avec un schéma, avec les données, avec l'explication de l'entrée, la sortie, enfin toutes les informations qui peuvent te servir. Et ensuite, quand tu travailles avec, alors tu fais bien évidemment valider le document que tu as fait suite aux réunions que tu as fait, les workshops que tu as fait, et tu vas pouvoir donner ça aux développeurs et en même temps, c'est toi qui l'as écrit, tu es entre les deux mondes, tu vas être capable de travailler justement sur les tests qui vont être mis en place. Donc ça, c'est vraiment Alors, capital. c'est chouette, j'aimerais qu'on aille un peu plus en détail, justement, quand tu dis que ça testait n'importe comment. Ouais. Quelle était la base de test, en fait, quand tu es arrivé? Donc, tu avais l'équipe de testeurs. Donc, pour redonner un petit peu le parcours, c'est normalement dans les bonnes pratiques du test, enfin, de la conception logicielle, on commence par un cadrage de la solution future. Mm, Ensuite, on va faire différentes analyses pour produire des recommandations. Sur la base de ces recommandations métiers et fonctionnelles, on va faire la conception fonctionnelle générale mm, puis détaillée. Ensuite, on va transmettre ça aux équipes techniques qui vont faire, par le biais déjà de l'architecte, puis des développeurs, ils vont faire leur propre documentation technique et architecturale. Ensuite, ils vont coder le logiciel et là, ils vont donc faire les tests unitaires. On va parler des différents niveaux de mm. tests un peu plus tard. Mais normalement, il y a une référentielle en fait pour tester. C'est-à-dire que on doit savoir, par exemple, en tant que business analyst, selon la méthodologie de gestion de projet, si on est en cycle en V Mm. ou en Scrum, J'ai- on sait qu'on a, entre guillemets, une certaine documentation mm, d'artefacts ou des livrables qui vont nous servir de point de départ pour commencer à réfléchir au test. mm. Toi, comment ça se passait? Bah, On se moi, la pose des temps. problématique, dans le cas de figure que je t'ai expliqué, la problématique, c'est que je suis arrivé et on m'a donné un fichier dans lequel il y avait des tests qui avaient été écrits par des personnes que je ne connaissais pas et qui n'étaient plus là. C'est la responsable du programme à l'époque et elle m'a donc demandé, donc, puisque je venais d'arriver, de regarder ces tests-là et de les passer pour voir si justement, alors ça permettait de monter en compétence sur le produit et de voir en même temps si les tests passaient suite au développement qui était fait. Et en analysant le fichier, j'ai dit non. J'ai dit, je ne vais pas faire comme ça. Et j'étais la voir, je lui ai dit, as-tu regardé le fichier? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, il y a 18 000 cas de tests à faire et en une semaine, c'est impossible. Elle m'a fait, attends, j'ai pas bien vu. Et je lui ai montré, effectivement, il y avait 18 000 cas de tests à faire et c'était impossible. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, c'est très simple. Je vais faire un petit peu une analyse de risque, donc réfléchis de mon côté. Donc, je me suis pris 3-4 heures à regarder ce sur quoi je devais travailler et à prendre les noms des scénarios, des cas de test, justement, qui pouvaient être à risque. Et j'en ai pris 150. Et sur 150 cas que j'ai joués, j'ai trouvé 20 bugs critiques. Je lui ai donné et effectivement, ça a fonctionné. Et donc après, je lui ai dit, bah, écoute, ça ne marche pas comme ça, tu ne peux pas faire des tests comme ça, on ne peut pas prendre des documents et dire, voilà, je vais tester 10 valeurs différentes pour voir que ça fonctionne bien. On a d'autres typologies et de façons de faire, ou des théories, la théorie c'est un petit peu mathématique, des ensembles, où on se dit, ça ne sert strictement à rien, par exemple, de prendre 10 données, alors qu'en fin de compte, ces 10 données, finalement, même si elles sont différentes, elles sont dans le même cas de figure. Donc, on n'en prend qu'une seule pour valider que le tout fonctionne. C'est un peu comme si on faisait un test aux limites, dans les limites, juste sur la limite, avec des chiffres ou des paramètres négatifs et positifs, et ainsi de suite. Donc voilà, donc pour moi, quand on arrive sur un projet, effectivement, tu l'as bien expliqué, il faut quand même vraiment partir d'un existant, de documents qui existent et qui te permettent d'aller à l'essentiel. Il y a ce qu'on appelle aussi les analyses de risque. Et moi, c'est vrai que je me base pas mal là-dessus et je force aussi pas mal les IT à travailler même de leur côté, même très très bas, dans leur développement, à travailler sur ce qui est le plus risqué parce qu'on ne peut pas tout tester. C'est strictement impossible. Donc, Ouais, on se base beaucoup là-dessus, quoi. c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut pas tout tester, même si on automatise pour Mm. essayer voilà, de faire en sorte de tester un maximum, surtout dans tout ce qui est non-régression, on en reparlera un peu après. Mais effectivement, il y a une stratégie à Mm. aborder
toi, tu parles des tests, c'est super intéressant parce que là, des tests du risque. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, tu as cette notion de risque, du coup, Mm. alors peut-être projet et métier. Alors, Je sais pas, oui, tu as produit-projet, il ne faut pas mélanger les deux. d'accord. Ah, C'est ça une des dépend. problématiques, c'est une des problématiques que tout le monde a à l'heure actuelle. Donc, on pourra un petit peu en parler après. On peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant, comme tu On peut veux. en Oui. parler. Voilà, effectivement, nous, business analystes, on va travailler sur le risque produit métier, Voilà, on va dire, métier, c'est-à-dire exactement. si prends l'option de concevoir un logiciel sans ou avec telle ou telle fonctionnalité, Mm. est-ce que ça apporte de la valeur ou est-ce que ça fait perdre de la valeur à Mm. l'utilisateur, au produit, et est-ce que ça introduit un risque en fait quasiment dans Mm. la chaîne de processus de l'entreprise, ce Tout qui à nous fait. permet de prioriser et de conserver certaines fonctionnalités ou certains besoins ou au contraire d'en exclure. Donc toi, tu dis que dans le test logiciel, c'est aussi une démarche que tu fais. Donc ça, c'est la Ouais. partie produit métier, mais il y a Voilà. le test, le La risque partie projet. projet, La, voilà, par- qui la, est la partie projet, c'est différent parce que justement, c'est au niveau, on va dire au niveau IT. On va en parler. Alors, je ne sais pas si on peut parler maintenant aussi des outils qui sont utilisés, enfin qui peuvent bon, être on utilisés. parlera après, On en mais parlera après. Ouais. voilà, Mais on a bien deux choses à séparer. C'est vraiment le produit et les terminologies produit et projet. Parce que on verra beaucoup de personnes qui parleront de projet, mais ils oublient toujours que, OK, les projets avancent, on développe des projets, mais à la fin, c'est bien un produit qui doit satisfaire des clients. voilà, ouais. C'est pas un projet à la fin qui sort. On a l'impression que c'est un projet qu'on livre, mais c'est un produit au final. Oui, et effectivement, le projet, c'est une date de début, une date de fin et des Mm. ressources au milieu, Mm. qu'elles soient humaines, technologiques, financières ou autres. Ça, c'est la gestion de projet, c'est le boulot du chef de projet. Et la gestion, enfin, les risques métiers, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'entreprise, sa chaîne de valeur. Par Mm. exemple, si je suis sur, mettons, dans l'aéronautique, si je ne mets pas telle fonctionnalité dans l'ordinateur de bord d'un aéronef, est-ce qu'il n'y a pas un risque quasiment même mortel, hein, qu'il puisse cracher, Mm. ou un risque heureusement bien plus mineur? Donc ça, c'est vraiment la partie purement métier, que toi, du coup, tu fais le focus dessus sur ton Voilà. test, dans Mm. ta réflexion stratégique, et alors que les testeurs qui n'ont pas cette sensibilité, ils se Non. focalisent sur je donne une date précise pour terminer ma campagne de test, voilà. Donc là, on est dans le cadre projet, voilà. Mm. Ça, tu dis. Et dans le cadre du produit, tu as donc effectivement des scénarios métiers. Alors, on se base beaucoup sur le risque, hein, comme on vient d'en parler, mais tu as différents niveaux de risque, hein. Comme tu l'as dit, tu peux avoir des risques où il peut y avoir, alors si je prends les avions ou les trains, il peut y avoir des morts, dans certaines typologies de risques, ou d'autres, non, c'est moins risqué. Donc, on peut avoir 4 niveaux de risque. D'ailleurs, quand on travaille, ça c'est important, quand on définit des listes de choix, c'est quelque chose que j'ai appris, il vaut mieux créer une liste qui a un nombre impair de choix, un nombre pair de choix, pardon, qu'un nombre impair. Parce que le nombre pair permet de lisser une courbe assez plate pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Alors que si on prend un nombre impair, on a tendance à mettre au milieu ce qu'on ne maîtrise pas. Donc si par exemple je prends 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5, la plupart du temps je mets plein de choses sur le 2 et on recommence après à essayer de travailler justement sur ces risques. Oui, c'est un peu comme l'échelle de Likert qui va, genre, ton niveau de satisfaction va de 0 à 10, 0 Oui, le plus bas et 10 le plus élevé. voilà, Si tu as un 5 au exactement. milieu et que tu sais pas, tu vas mettre 5 au lieu Exactement, tout de à te fait. positionner dans C'est pour 4. ça que le 0, j'utilise pas, moi je mets de 1 à 10. D'accord, Tu utilises d'accord, ouais, ouais. que 10 trucs, comme ça tu te trompes pas et ça permet d'évoluer. Et donc de travailler sur tes risques. Et sur les risques, justement, au niveau des projets, c'est complètement différent, puisque c'est par exemple des risques où les serveurs ne fonctionnent pas, les machines ne sont pas là, les personnes ne sont pas là, sont malades. Il faut gérer tous ces risques, les bases de données qui tombent, enfin, il faut vraiment gérer tous ces risques. Donc, ce sont des risques, bien évidemment, mais qui sont au niveau du projet. Et c'est pas la même chose que les risques dont on parle au niveau du produit, qui, autant l'un que l'autre, hein, bien évidemment, sont autant importants. Mais bon, au niveau pour moi, si je me focalise sur les deux, on va dire que je suis 2 tiers du côté produit et 1 tiers du côté projet, parce que c'est le projet qui va gérer avec toute son équipe. Mais moi, au niveau du produit, j'ai besoin d'avoir le retour des métiers pour être sûr et certain que lorsqu'ils ont bien choisi leurs risques, enfin défini leur scénario et choisi les risques, si jamais on a des problèmes de timing, on commence toujours par les risques les plus forts, si on n'a pas le temps de tout faire. D'accord.
C'est super intéressant. Donc, je retiens dans les anecdotes, en fait, des cas les pires que tu as pu rencontrer ou des cas où tu as poussé le test logiciel à son niveau attendu de qualité et de processus pour avoir une qualité logicielle. Premièrement, c'est pas parce qu'on vous donne de la documentation Mm, qu'il faut obéir bêtement. Il faut prendre mm. du recul comme toi, tu l'as fait. Parce qu'effectivement, 18 000 cas de tests pour une personne en une semaine, Même 100 personnes, hein, c'est pas voilà, possible. même 100 personnes. Le fait aussi que, et donc du coup, on teste mal, forcément. Mm, Et après, la notion de, quelque part, réfléchir à, quand on doit prioriser tous et faire la stratégie de test, mm, à la notion de risque métier comme projet. Toi, tu as un ratio de 2 tiers réfléchir mm, au risque produit, pardon, mm, et pour reprendre ton vocabulaire, risque produit, et 1 tiers sur risque projet, et que c'est mm, grâce à cette première astuce que tu donnes déjà mm, que vous allez pouvoir peut-être préparer une stratégie de test optimale. mm. Mais alors, par contre, aussi au niveau de la stratégie de test, hein, euh, alors si on prend la façon dont ça se passe, alors je vais pas citer de typologie, de façon de faire, mais la plupart du temps, quand tu fais une stratégie de test, essaye de la penser pour que tout le monde puisse adhérer et tout le monde doit y participer et valider et en prendre note. Donc, tu auras des personnes qui vont être du côté métier, qui vont se focaliser sur la partie métier, comment ça devrait être fait, mais tu auras des personnes qui devront, au niveau du développement, se dire, bah, justement, quand on va arriver sur les tests, on va devoir faire telle typologie de test. Donc, on verra après au niveau des quadrants et des pyramides de tests, comment justement aborder ces tests-là. Eh ben, tu me fais une parfaite transition. C'est la question suivante. Puisque effectivement, quand on parle de tests informatiques, vous avez déjà un peu touché du doigt qu'il y avait un certain jargon. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude, ils se sentent comme des poissons dans l'eau. Pour les autres qui viennent d'arriver dans ce domaine, peut-être qu'il y a quelques difficultés à tout comprendre. Euh, alors, il faut savoir que avant, c'est vrai qu'on testait un petit peu à l'arrache, on va dire ça comme ça, comme tu l'as un petit peu montré dans certains de tes Mm. projets. On a quand même un schéma qui s'appelle l'ISTQB, qui a été le premier schéma de certification mondial au niveau du test logiciel. C'est, je sais pas combien, tu dois savoir, toi, combien de personnes Oh, il plus d'un million, je pense, plus d'un un million. million, Plus d'un voilà. Donc, million. c'est fréquent que vous voyez Mm. certification ISTQB requise pour les testeurs. Toi-même, tu es ISTQB. Non, t'es pas Non, ISTQB. non, je ne suis absolument pas du tout ISTQB. Mais en fait, Je pourrais expliquer plus tard pourquoi. alors, on en a un peu Parce parlé qu'il n'y a avant. pas, il y a pas que l'ISTQB. Il n'y a pas que Ouais, ouais, l'ISTQB. c'est vrai, et on a parlé avant, en fait, quelque part, tes précurseurs sur... en fait, les CQB, quelque part, a formalisé Ouais, quelques années après que toi-même, dans ta tête et dans ouais, ton quotidien, tu ouais, des exactement. règles de test. Et donc, tu n'es pas ISTQB, ce qui me fait dire que moi, je ne suis pas certifiée, aucun schéma de certification international en business analyst. Comme quoi, voilà, Mm, prenez du recul parfois sur les schémas, même si mm, c'est souvent les employeurs, en fait, les recruteurs qui mm, poussent les candidats à se certifier parce que ça fait partie de la checklist du chargé d'affaires qui a 22 ans et qui recrute que si c'est marqué mm, schéma de certification. Ça ne veut pas dire que derrière le schéma de certification à la science infuse, il mm, est fait à l'origine par des professionnels qui sont mis autour d'une table et qui ont partagé leur expertise. exactement. Voilà. Mais bon, voilà. Après, donc du coup, toi, tu n'es pas ISTQB, mais parce que tu as une expérience qui va. Moi, je suis pragmatique et je suis directement au contact depuis plus de 20 ans, justement, et dans la sphère du test logiciel, et puis de la qualité logicielle. Donc, pour moi, ce n'est pas, alors, je suis désolé, ça froissera peut-être certaines personnes, mais c'est pas parce qu'on est certifié ISTQB qu'on fera vraiment bien les tests. Et malheureusement pour moi, à l'heure actuelle, depuis 15 ans, je n'ai fait que reprendre des projets, des programmes où des personnes étaient certifiées et où ça s'était pas bien passé. Donc, je suis désolé. Et il y a un autre schéma de certification enfin, je sais pas si c'est une vraie enfin, si, ils font des certifications, c'est le Ministry of Testing. Eux, ils sont pragmatiques et ils sont basés sur tout ce qu'ils apprennent et tout ce qu'ils voient, donc de tous les jours, donc tout ce qu'ils pratiquent. Et l'ISTQB, donc je pense qu'ils vont, enfin ils avancent là-dessus, mais on va dire que c'est un peu, je vais pas dire du bachotage, mais on apprend les règles de base, et c'est pas pour ça qu'on sait faire des tests. Et on va s'apercevoir qu'énormément de gens se certifient ISTQB en ayant en sortant de l'école ou en ayant que 1 ou 2 ans d'expérience dans le test. Et ça,
Je suis désolé, on s'aperçoit malheureusement souvent, et c'est pour tout, hein, c'est pas que pour le test, hein, on le voit un peu partout, où les gens se certifient en pensant qu'ils vont trouver du travail. Donc ils vont trouver du travail, mais malheureusement, ça va pas se passer forcément bien, quoi. Il faut vraiment les suivre et les accompagner. Et d'où l'importance d'avoir des personnes qui ont du background derrière eux. La différence entre finalement des certifications théoriques où moi je dirais que Voilà. j'ai pas mal d'abonnés qui viennent vers Mm. moi en disant je me suis certifié ISTQB Foundation, ils n'ont jamais de leur vie fait de l'informatique, mais ils ont Voilà, ajouté le syllabus. exactement. Et on retrouve dans les schémas aussi de IBA, même si en fait tous ces schémas, ils ont l'énorme qualité d'avoir fait cet énorme Mm. travail. Exactement. D'essayer d'écrire des bonnes pratiques, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe. Oui. Tous ces gens, à la base, ce sont des bénévoles. Donc, moi, je dis Mm. merci à tous ces schémas de certification. Oui. Parce que grâce à eux, il y a une standardisation quand même qui a émergé, voire qui s'est installée, même s'il y a plein de choses à améliorer. Déjà, c'est très bien. Mm. Et je pense à mes amis de l'IBA, International Institute of Business Analysis, qui, malgré que je ne sois pas certifiée, je les remercie infiniment pour ceux qui ont été là historiquement, Mm. il y a 20 ans, au moins essayer de théoriser sur la business analyse. Voilà, donc on peut ne pas être Et certifié, être voilà. expert, et pour autant, voilà, être des deux côtés, il y a des très bons comme il y a des moins bons. Voilà. Mm. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. On peut remercier les personnes qui ont travaillé là-dessus pour formaliser et avoir des écrits, pour avoir une connaissance de base sur laquelle on peut regarder et utiliser, hein. Mais maintenant, derrière, après, il faut pratiquer et on n'est pas un testeur quand on est ISTQB comme ça, quoi. Il faut quand Faut même avoir un quelques esprit années de critique. pratique, Ouais. voilà. Et puis, n'oublions pas que les testeurs, ils ont des niveaux différents, donc ça, on va parler après. Ils peuvent être positionnés à des niveaux différents. Et je suis d'accord. Et moi, je me souviens que j'avais sur un projet fait intervenir une testeuse, du coup, qui était experte, et elle m'a radicalement changé. Enfin, ça a été incroyable pour moi, hein, parce que on est passé de le niveau maternel en test à plus, parce qu'elle a tout de suite. En plus, je trouve que les testeurs, vous avez des antennes pour détecter ce qui va pas, quoi. Nous, on peut faire 15 millions de tests, on a l'impression que tout va bien. Et puis, un testeur qui arrive, il en fait un et ses antennes le dirigent là où il y a un bug. Mais bon, ça, c'est. Et il y a un truc, enfin, moi, de mon côté, ça marche comme ça. Quand je commence à travailler sur les tests, quand on conçoit les scénarios avec les métiers et tout ça, la première chose que je dis, c'est penser au pire. Donc, vous avez vos risques, mais vous pensez au pire. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire si jamais vous devez tester? Par exemple, vous avez une chaîne de valeur à remplir dans des champs. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver au pire? Et souvent, on me dit, bah, par exemple, à cet endroit-là, je rentre -29 alors que c'est qu'un chiffre positif, je valide et ça part dans le système. Et je dis, bah voilà, vous pouvez, comme c'est un risque très fort, bah, monter un scénario de test là-dessus avec ces valeurs-là, ou avec au moins une valeur qui vous permettrait de montrer que ça a été bien développé, que les personnes ont fait attention et qu'on ne passera pas à travers. Parce que j'ai vécu justement dans les expériences de ma finance, où j'avais précisé à ma responsable que on m'avait demandé de mettre vert un test que j'avais fait et que moi j'ai considéré rester rouge. Et en fin de compte, le responsable du dev a dit non, ce sera vert. Et quand ils sont passés en prod, il y a 2 milliards qui sont partis à travers le monde en finance. Ils ont mis 2 heures à les rattraper. Donc, je tairai le nom de la société. Et Wow. ma chef m'a appelé en me disant tout s'est bien passé et tu avais raison. donc, Ok, donc ça, c'est voilà. un exemple qu'on n'a pas envie de vivre tous les jours. Non, pas vraiment. Euh, La bourse était tombée de 2 points, hein, pour info, la pendant vache. 2 heures. Ok, bon, comme quoi, Ouais, parfois on dit souvent enfin, que le testing, parfois c'est le parent pauvre souvent d'un projet parce qu'il arrive en ouais. fin de course et puis il faut vite livrer, mais à quel point ça peut être important. Alors je reviens sur la Mais question. c'est pas vrai, je te coupe parce que c'est Ouais. pas tout à fait vrai maintenant ce que tu dis. Avant, c'était le cas, parce que Hum. on parlait beaucoup de cycle en V, donc on arrive à la fin. Mais maintenant, et ça je sais que tu en es persuadé, on fait des tests depuis le début, même avec les specs. Même avec les specs, les exigences, on regarde exactement ce qui est écrit et on commence les tests et à les écrire et à les réfléchir dès le début, pas à Alors la ça fin. dépend sans doute des projets et des clients, mais peut-être dans banque, assurance, etc., oui. Et Ouais. avec les projets agiles, d'autant plus, c'est intégré Mm. dans les sprints. Donc, ouais, ouais. Mm. Alors, pourquoi on parle de TSTQB, c'est parce que eux, ils définissent 5 niveaux de tests pour
à concevoir et à exécuter pour sécuriser la qualité logicielle. Toi, tu penses même à des cadrans plutôt. Est-ce que tu peux nous dire? Alors, il y a deux choses en fin de compte, c'est complémentaire, hein. Ouais. Alors, au début, on travaillait sur 4 niveaux de test. Et maintenant, bon, moi, je travaille sur 5 depuis pas mal d'années. Donc après, c'est un petit peu compliqué quand on veut se dire, tiens, bah, je pars de 5, eux, ils en mettent 4. Tu peux juste nous dire, Oui, avant d'aller plus loin? voilà, les tests. Alors, on a les tests. Alors, je vais les dire en français, donc comme ça, on comprendra mieux. Les tests de composants, les tests d'intégration, les tests système, les tests d'intégration du système et les tests d'acceptation. Donc ça, on peut le retrouver sur Internet. On peut le retrouver avec 4 niveaux. Donc ça, c'est la pyramide. Alors pour bien différencier le cycle en V et le cycle agile, cette pyramide, elle a la tête en haut. Et on va dire en haut, ce sont les tests d'acceptance avec la partie métier, et en bas, les tests de composants. Et on va s'apercevoir que la pyramide étant comme ça, tout en bas, les tests IT vont être très conséquents, alors qu'en fin de compte, tout en haut de la pyramide, on en aura moins. Et si on parlait de cycle en V, le V, c'est dans ce sens-là. Et à l'époque, on faisait énormément de tests au niveau métier ou même avant le métier et tout ça. Et en fin de compte, on perdait trop de temps parce que quand on découvrait un bug, il fallait vraiment tout défiler au niveau du développement pour retrouver d'où venait le problème. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus sérieux et on arrive à y aller beaucoup plus vite. Et puis après, alors ça, c'est la pyramide générale qu'on utilise. Donc les tests de composants, c'est au niveau des IT. On va avoir des tests d'intégration, les tests système, les tests d'intégration système acceptation, où on peut avoir des business. Alors, on va pouvoir encore en discuter, des business analysts, parce que je passe à plein d'endroits où il y a des business analysts, on leur demande de faire les tests. Bon, comme dans toute la chaîne de Scrum, parce qu'on peut parler agilité, on travaille normalement avec le business, on est capable d'assimiler une partie, donc les PO et les business analysts peuvent assimiler une partie du métier et pouvoir faire des tests. Et puis après, ce sont vraiment les métiers qui sont tout en haut et qui doivent en faire, enfin pas tant que ça, mais au moins là où c'est le plus risqué. Et le cadran... Juste de t'interrompre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment totalement débutants et que tu as employé du vocabulaire qu'ils vont pas comprendre. Tests de composants, par exemple? Alors, mais il y en a plein qui ne savent pas. D'accord. Je peux t'assurer imagine qu'il y a beaucoup de gens en reconversion qui tombent sur ces vidéos et il faut vulgariser. Ça marche. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre un exemple sur le web. Quand on a une page web, on a un menu sur lequel on va cliquer, une case qu'on va remplir. Et bien derrière, il y a du développement qui a été fait. Donc, on va dire unitaire à cet endroit-là, dans lequel on va pouvoir rentrer des informations basiques dans le genre son nom, son prénom, un mot de passe, par exemple la boîte de login, qui est très compliqué à tester, contrairement à ce qu'on pense. Et on va pouvoir avoir une longueur à donner. Si on a des mélanges de lettres majuscules ou des chiffres ou des caractères spéciaux. Donc, il va développer une petite boîte dans laquelle on va pouvoir rentrer des informations. Et là, il va devoir faire des tests unitaires pour que ça vérifie bien les spécifications à l'origine. On lui a dit pas plus de 35 caractères, 3 majuscules, 2 caractères spéciaux, et ainsi de suite, des chiffres et des lettres. Voilà. Et donc, si quand on rentre un mot de passe, par exemple, on n'a pas vérifié ce genre de choses et qu'on en rentre 60, eh ben, on peut très bien se faire bombarder un serveur, ou même, moi j'ai eu ça, hein, où, en faisant un copier-coller, j'ai 20 pages qui sont rentrées sur le mot de passe et le serveur est tombé. Donc voilà, donc il faut faire très attention. Et ce sont des tests unitaires. Et après, on va faire une intégration. Donc l'intégration, c'est de prendre les petites boîtes qu'on a développées et les mettre dans la page. Et donc, on va intégrer des composants 2 à 2, 3 à 3 pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le test d'intégration. Ensuite, les tests système, les tests d'intégration système. On va être à un niveau plus haut, justement, dans les pages où on va pouvoir faire des tests. Et puis après, admettons qu'on ait 5 pages qui permettent à un business de faire un contrat. Eh ben, on va faire une chaîne, un scénario complet dans ces 5 pages qui passent à différents endroits. Et ça, ce seront les tests d'acceptation et les bout en bout. Donc voilà.
Tout à fait, merci. Donc en fait, si vous avez, merci pour tes explications. Donc vous avez compris, pour celles et ceux qui découvrent les systèmes d'information et qui veulent se reconvertir ou qui sont testeurs, parfois qui ont appris sur le tas, parce qu'il y en a quand même plein, faut le signaler. Effectivement, on a ces différents niveaux de tests où on va tester la plus petite brique logicielle. En général, Mm, c'est fait par le développeur lui-même qui a codé. En mm, fait, il va vérifier son code tout simplement. Et puis après, au fur et à mesure, on va voir comment son code unitaire il va s'interfacer, il va interagir avec le mm, reste des autres morceaux de code et jusqu'à des autres composants et d'autres systèmes d'information. Parce qu'en fait, souvent, les applications, elles interagissent les unes avec les autres. Donc, mm, si vous travaillez sur une seule application, elle a forcément en général des passerelles, des interfaces qui vont aller vers et d'autres applications. Et donc, les niveaux tests, ça consiste à ça. Mais il y a donc la partie technique. Donc, quand tu disais les tests faits par le dev ou par l'IT, c'est les tests unitaires. Et mm, après, effectivement, quand on parle d'intégration ou de test système, on a à la fois des tests purement techniques comme mm. des tests métiers où on va Oui, vérifier que, on peut avoir les deux. et c'est là que voilà, qu'on a cette notion de Mm, mm. fonctionnel, non fonctionnel, en fait, chère aux business analysts. Et quand tu parlais du AT, enfin, d'acceptance, là, si tu veux en dire un mot, ça nous intéresse. Alors, les UAT, alors, au niveau des UAT, on peut avoir des tests de bout en bout. Donc, alors, les tests de bout en bout, c'est la chaîne complète quand on a un scénario complet. Par exemple, comme tu disais, tu peux avoir deux corps de métier qui travaillent avec la même application, mais qui font deux choses différentes et on a un résultat à la fin. Donc, il y a une interconnexion. Et bien, justement, les tests de bout en bout et au niveau des UAT, on va travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont devoir créer des scénarios, chacun de leur côté, pour, par exemple, d'un côté dire, voilà, j'envoie telle information, ça rentre dans le système, et de l'autre côté, bah, je dois faire une signature, et ce que tu m'as donné comme contrat à l'origine avec la signature que je vais avoir derrière, va valider mon contrat. Donc, on peut avoir plusieurs business qui vont travailler là-dessus. Voilà. Merci. Merci. Et alors, du coup, je t'ai coupé dans ton élan, tu parlais des quadrants. Alors, les quadrants, justement, là, on va dire que c'était une façon macro de présenter les tests. Et après, on peut descendre au niveau des quadrants. Alors, les quadrants, je vais les citer. Alors, toute cette terminologie, vous pouvez la trouver sur Internet. On la trouve très bien et la plupart du temps, c'est très bien expliqué. On a des tests qui vont être orientés technologie, donc au niveau plus IT, ce qu'on a vu tout à l'heure. Des tests qui vont être pour aider l'équipe, des tests qui vont être orientés métier et des tests de comportement du produit. Alors, à l'intérieur, alors je vais un peu les citer pour dire en grande partie que certains vont être automatisés, d'autres ne le seront pas. Les niveaux de tests de composants et tests unitaires, donc ça, on en a un petit peu parlé, c'est le quadrant 1. Le quadrant 2, ils peuvent être automatisés et manuels. On a des tests système, des tests fonctionnels basés sur les exemples, des prototypes, des simulations. D'autres tests manuels pour le quadrant 3 qui vont être l'acceptance ou système, test de processus, alors ce qu'on appelle aussi les alpha-bêta. Ça, je pense que quand on dit alpha ou bêta, avant que ça parte en prod, on fait intervenir des business pour voir un peu si la chaîne fonctionne. Et des tests d'utilisabilité. Ça, c'est important aussi parce que quand on met les composants à l'écran qui sont très mal positionnés, on peut très bien avoir des clients qui disent non, je perds trop de temps, la chaîne n'est pas respectée. Et le quadrant 4, justement, des tests de niveau d'acceptation, système, sécurité, performance, charge, stress, maintenabilité, portabilité, qui ne sont pas des tests fonctionnels, mais non fonctionnels dans ce cas-là. Et donc, on peut prendre la pyramide et le quadrant, et on va dire les associer pour dire à tel endroit, je vais pouvoir mettre telle ou telle typologie de test et l'automatiser ou pas. Ça, on va en parler après. Alors, je crois que les STQB l'appellent un type de test. Enfin, moi, en tout cas, dans la masterclass, Niveau, dans le module 10, dans lequel j'aborde le test logiciel pour les business analysts, je parle des niveaux de tests qui sont ceux qu'on t'a mentionné en premier, unitaires, donc de composants, d'intégration, UAT, etc., système. Et toi, les quadrants, j'ai repris, moi, le vocabulaire du coup de STQB qui parle, pareil, de tests techniques, fonctionnels, non fonctionnels. Voilà. Et effectivement, la notion de non fonctionnel, elle est très importante parce que tu peux avoir je donne souvent l'exemple, et je pense que tu en as. Tiens, je te laisse plutôt parce que c'est ton interview. Le non fonctionnel, par exemple, ça peut être de la performance. Quand on a, à l'origine, on a une entreprise où on a 1000 clients et puis on va passer à 10 000 clients,
parce qu'en fin de compte, on a ce qu'on appelle, alors je vais dire en anglais une joint venture, mais où il y a une association d'entreprises qui s'interconnectent entre elles. Et elles vont centraliser tous les clients. Elles passent de 1000 à 10 000 clients. Mais comment faire pour que le serveur supporte ça? Eh ben, on fait des tests de performance qui sont basés à l'origine sur les tests fonctionnels du métier, mais qui ne sont pas des tests fonctionnels, puisqu'on va bombarder le serveur avec des scénarios ou des requêtes pour voir s'il est capable de supporter la charge. Alors, j'ai pris un exemple simple parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on va dire test de performance, ça englobe d'autres typologies de tests. Oui, voilà. Robustesse, stress, ce genre de Exactement. choses. Et Voilà. c'est basé sur les exigences non fonctionnelles Voilà. qui sont la responsabilité du business analyst. C'est lui qui doit Mm. fournir et que le font rarement ou rarement bien. Moi, je propose un template si ça vous intéresse. Et il y a un exemple, c'est si tu vas tu vas prendre l'avion, tu vas scanner ton passeport. Donc la fonctionnalité, elle marche bien. Mm. Le code, enfin, le logiciel il va bien reconnaître le passeport et la personne, sauf que ça prend 1 heure par Mm. passage. Tout le monde rate son vol. Ça, c'est du Mm. comportement du système. Et c'est ce que vous, dans le test, vous devez tester Oui. avec autant d'attention que Oui. les tests fonctionnels. Tu as les tests de sécurité aussi, par exemple. Parce que Ah ça, bon, c'est à l'ordre du jour, pas mal à l'ordre du jour depuis pas mal d'années. Donc, ouais, tu peux rajouter ça avec. ouais. Tu as des exemples d'ailleurs sur ces tests de sécurité dans ton domaine Alors, j'ai effectivement fait des tests de sécurité. Donc, si ça intéresse les personnes, elles peuvent aller regarder euh, OWASP. C'est OWASP. L'OWASP et l'OWASP Top 10. Le Top 10, c'est des tests de sécurité, justement, qui permettent de savoir quelles sont les 10 attaques potentielles que peuvent subir des serveurs. Et on ne s'attend jamais vraiment, quand on le lit, à voir ce qu'on voit. On peut avoir ce qu'on appelle, alors le plus connu, c'est le DDoS, où on bombarde un serveur avec des informations qui vont le faire s'écrouler. Dans le genre, on simule 100 millions d'utilisateurs qui vont se connecter en même temps. Et il ne faut pas que le serveur tombe. Et la plupart du temps, le serveur, il se sent pas très bien, quoi, parce qu'il essaye de tout gérer en même temps et il n'y arrive pas. On peut avoir une pile, mais ça bloque tout le monde. Donc, il faut être capable, dans plein de cas de figure qui sont sensibles, comme ce dont tu parlais, les avions et ce genre de choses, par exemple, pour pas bloquer les vols ou faire tomber un serveur où on ne reconnaît plus personne. Parce que si le serveur tombe, plus personne prend l'avion. Donc au moins, ça, c'est un niveau de sécurité. J'ai travaillé là-dessus sur ce qu'on appelle les PCA, sur la gestion des risques, en fait, dans une entreprise qui travaillait sur la gestion des risques. On était avec Boeing, Airbus, enfin, ce genre de choses, quoi. Ouais. Donc voilà. Super intéressant, Lionel, merci. Enfin, là, on n'a pas fini parce que on Non, va monter crescendo après dans la complexité pour bien montrer que ça, c'est vraiment important, cette interview. Et franchement, mais mille merci, Lionel, d'avoir je t'en accepté prie. de le faire gracieusement. Je sais que ça va en inspirer plus d'un parce que beaucoup de personnes deviennent testeurs. Souvent, on va mettre des alternants. En fait, Mm, quand je dis c'est le mm, parent pauvre, c'est par des clients qui savent pas ouais, à quel point c'est important. Et on va y mettre des stagiaires, des alternants. Je vois beaucoup de gens qui se reconvertissent, ils commencent par le test logiciel. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est complexe, mm, à quel point l'expérience et l'expertise peut changer totalement la qualité logicielle et je dirais au niveau de l'entreprise d'eux-mêmes, quoi. Donc, merci beaucoup d'apporter ton expertise. je t'en prie. Du coup, j'aimerais maintenant qu'on parle justement de deux rôles qu'on rencontre quand on parle de test logiciel. On en a parlé tout à l'heure en intro, c'est le Quality Assurance QA, et donc de son acronyme, et le Mm. QC Quality Control. Donc, c'est vrai que je rencontre souvent des amalgames autour de ces deux acteurs qui sont pourtant clés dans la Mm. qualité logicielle. Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre qui fait quoi? Alors, on va dire que d'un côté, au niveau quality assurance, on va se préparer aux choses et qu'au niveau de la qualité contrôle, on va vérifier que les choses auxquelles on se prépare vont marcher correctement. Et alors, comment je peux expliquer ça? On pourrait dire, alors ça va être un petit peu bizarre ce que je vais dire, l'assurance qualité va préparer de la documentation, va expliquer comment il va falloir faire les choses, préparer les choses, et le quality control va travailler vraiment sur la partie test en profondeur. Donc vraiment contrôler que ça fonctionne bien. Voilà, donc j'ai essayé d'être succinct parce que je sais que tu en avais déjà parlé un peu plus en profondeur. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant quelque part le qualiticien, c'est le QA, c'est vraiment celui qui va regarder ce que ça
apporte, comment faire pour sécuriser la qualité du logiciel Ouais. et de l'architecture on va dire, il va avoir vraiment un œil métier aussi Mhm. et Ouais. économique presque. Et le QC, c'est ce qu'on appelait avant juste le testeur en fait. Alors, alors, faut faire attention. On va pas dire c'est ce qu'on appelait juste testeur, parce qu'avant, effectivement, on l'appelait testeur, mais c'est péjoratif. Mais c'est Ouais. une personne qui va travailler d'une certaine façon, parce que c'est assez complexe, à mettre en place tout ce qu'il faut justement pour que tous les tests qu'il va faire, autant au niveau des scénarios, tu vois, ça peut être en hauteur du côté métier que du côté des IT, mais ça va être surtout principalement sur des tests. Effectivement, comme tu l'as dit, le qualiticien, parce que excuse-moi, c'est un vieux mot. À la Ouais. rigueur, l'ingénieur assurance qualité, parce que ça existe et Ouais. on pourra le retrouver, justement, où il travaille sur la mise en place de, attention, on va mettre un petit peu des process en place et tout ça, sans que ce soit très complexe. Alors, si on est sur cycle en V, évidemment, ça peut être assez compliqué. Et si on est en agilité, on fait en sorte que ce soit le plus light possible et le plus efficace. Parce qu'après, comme tu l'avais déjà dit dans une de tes vidéos, plus on met de documents et plus c'est lourd et moins les gens vont suivre et ça va être une cata, quoi. Et moi, j'ai l'impression que le QA, c'est un rôle qui est arrivé avec les approches agiles, qui n'existait pas forcément avant quand on parlait de méthodes de gestion de projet traditionnelles. Est-ce que dans la réalité, tu as l'impression qu'ils sont vraiment... Par exemple, est-ce que tu en as qui sont QA, mais ils font aussi du QC? Donc, en Mm. gros, Mm. ils sont doubles. C'est un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu de ça. Il y a un peu l'amalgame et c'est un peu le problème. C'est que on parle d'ISTQB par exemple. Les ISTQB, va falloir faire attention parce qu'il y a trop de gens qui s'embarquent là-dessus et ça va être plus du contrôle plutôt que de la qualité si c'est pas maîtrisé. C'est ça le problème. Donc effectivement, tu peux avoir des gens. Moi par exemple, je peux faire les deux. J'ai pas de problème. Je fais de la gestion de qualité, je fais de la qualité assurance, je fais du contrôle qualité, je fais des tests. Parce que justement, j'ai bon nombre d'années d'expérience et je suis passé un petit peu partout. Mais effectivement, on a tendance un peu à faire l'amalgame. Donc, et c'est un peu le problème. Et se dire, c'est parce qu'on a testé que la qualité elle est bonne. Ben non, c'est pas vrai. L'assurance qualité chapeaute le QC. Voilà. Donc, on va retrouver le QC à l'intérieur. Et alors, on va dire qu'ils ont le même niveau façon de parler dans l'ensemble, parce qu'ils sont aussi importants que l'autre, mais on a l'assurance qualité et ensuite le contrôle. Est-ce Et on que, a le management au-dessus, bien sûr, hein, évidemment. Le ouais, management de l'assurance est-ce, qualité. est-ce que quelque part, on va dire le QA, il fixe un cadre dans lequel va s'inscrire le QC? Alors, par exemple, oui, ça peut être ce genre de choses. D'accord. On va pouvoir discuter et mettre en place des processus, savoir justement comment ça se passe au niveau des projets, comment ça avance et tout ça. Et puis au niveau du contrôle de la qualité du QC, eh ben justement, le nombre de bugs, le nombre d'anomalies, si c'est risqué, pas risqué, est-ce qu'on peut passer en prod ou pas, ce genre de choses. On va dire que les KPI vont être différents. Euh, D'accord. donc ça aussi, il y a beaucoup d'explications sur Internet sur ce genre de choses. Il faut juste prendre les bonnes. Ouais, merci beaucoup. Alors, donc tester et bien tester est complexe, que ce soit en matière Mm. du choix de niveau de test, des Mm. cadrans, donc des types de tests, de l'organisation et du suivi des tests, puisqu'on en parle de plan, de stratégie, de campagne, de scénario, de cas test, de KPI, de couverture des exigences, etc. On a parlé des méthodes de gestion de projet qui font qu'on teste pas pareil, que ce soit Mm. on est dans une approche agile, Scrum, Safe, agilité à grande échelle, ou du coup Le cycle en V. cascade, etc., cycle en V. Et puis également, c'est complexe en matière de réflexion, parce qu'on a bien Mm. vu dans tes exemples qu'il fallait se creuser la cervelle, hein, c'était pas Mm. juste appliquer bêtement quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre avant que vous arriviez sur le projet. Également, la mise en œuvre de tests manuels ou automatisés. Et encore, et là, il y a aussi la notion d'outils ou de langage comme Cucumber. Donc, il y a Mm. plein de trucs. Là, on a malheureusement pas le Alors, temps d'approfondir, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples ou des cas concrets où, voilà, en gros, en fait, ça vient d'une réflexion pour travailler avec les développeurs. Donc, la plupart du temps, quand on écrivait des scénarios, des cas tests, ce genre de choses, on les donnait aux développeurs et puis c'était trop compliqué à mettre en place. Il fallait que le développeur et les IT se creusent la tête. En fait, maintenant, on a des outils, enfin des façons de penser où on essaie de simplifier les choses dans le genre.
Je vais prendre un exemple. En tant que business analyst, je voudrais avoir une page dans laquelle je puisse rentrer un login qui soit à tel endroit et tel autre endroit afin de pouvoir rentrer dans l'application et de voir une page apparaître. Voilà, on écrit ça sous cette forme-là, ce qu'on appelle alors, je ne sais plus exactement, on peut parler de BDD, mais le Cucumber va te permettre de travailler sur une façon d'écrire les choses, et un outil derrière va être capable, dans le langage dans lequel développe le développeur, en cliquant sur un bouton, de générer un code qui va reprendre l'exemple que je viens de donner avec les 3 niveaux en tant que je voudrais afin de, et lui il va un peu remplir les choses pour pouvoir faire le développement. Et au niveau des tests, ça va être pareil. On a ce genre d'outil qui permet d'aider. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que j'ai parlé de BDD un instant T. On va dire ça va aussi avec le Cucumber et cette typologie d'outils. On a la TDD, le DDD, enfin plein de choses. J'en parle parce qu'au moins les gens vont les avoir sous la main et pourront aller chercher. Ce sont des choses qui permettent à certains niveaux de passer un peu de la business analyse au développement du côté de l'IT qui va pouvoir les aider. Et même d'ailleurs aider directement l'IT parce qu'il va comprendre directement ce qu'il a à faire. Parce qu'en gros, on peut, au niveau de la business analyse, dire, voilà, pour que tu me développes bien cette fonctionnalité, je vais t'écrire 10 choses différentes, donc en tant que, je voudrais afin de, avec 10 tests différents qui vont lui permettre de comprendre ce qu'il va développer. Et il va pouvoir en même temps comprendre ce qu'il doit développer et avoir les tests à faire en même temps. Donc, on va assez loin, mais c'est très compliqué à mettre en place si tu n'as pas des personnes qui t'assistent. Donc, le BDD, c'est Behavior Driven Development. Donc, merci. Et le DDD, c'est Data. Alors, tu as le data, mais tu en as d'autres. Tu as le data aussi, qui te permet de faire du développement. Et puis, tu en as un autre dont je ne me souviens plus, mais c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, je crois que j'ai dû faire une vidéo dessus sur les DFD, aussi les data, les diagrammes de flux de données. Voilà, exactement. Ce que tu dis, c'est intéressant, c'est en utilisant ces modèles finalement de réflexion, donc par exemple d'élaborer un modèle basé sur le comportement, tu vas mettre en place la stratégie de test, mais il y a de la business analyse dedans, puisqu'en fait, tu as de réfléchir à comment ferait l'utilisateur, et donc pour créer tes scénarios de test. C'est ça que et c'est pour ça que justement, à l'origine, quand on parlait d'équipe Scrum, on ne parlait pas de business analyst. Alors l'équipe Scrum, on ne dit pas qu'il y a des testeurs dedans, on ne dit pas qu'il y a des business analysts, on dit juste, alors le Scrum, c'est un PO, c'est un Scrum Master et c'est les IT. Mais en fin de compte, si ce n'est que ça, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, ils n'ont pas les informations qui sont portées par le business et la façon de faire, la compréhension et tout ça. Donc, tu as des business analysts, donc tu as le PO qui est proche du business, qui normalement est un représentant business, mais tu as le business analyst derrière. Tu peux en avoir, hein, ce n'est pas une obligation, mais tu peux en avoir. Et ensuite, tu as les testeurs. Et alors, les testeurs, ça peut être vaste. Hein, tu peux avoir des analystes en test et tout ça. Mais tu as des testeurs et tu n'es pas obligé dans l'absolu d'avoir des testeurs qui sont à l'intérieur de l'équipe Scrum, et tu peux aller les chercher à l'extérieur pour les faire monter en compétences et puis les appeler à droite à gauche sur différents projets parce que justement, ils ont les compétences pour faire les tests. Tu as parlé des tests manuels ou automatisés. Oui. Justement, est-ce qu'il y a une proportion dans ce que tu as... Bon, après, dans les secteurs peut-être automatisés. Je vais pas parler de proportion. Parce que ça dépend d'énormément de choses. La seule chose que je peux dire, c'est que tout n'est pas automatisable. Ça, c'est le premier point. Donc, quand quelqu'un vous dit on va tout vous automatiser, déjà, c'est même pas la peine. Ou alors le truc, par exemple, juste l'application qui fait plus dans une calculatrice, c'est entre 20 et 40 tests pour la tester correctement. Le login, c'est pareil. On a un login, on va dire, alors je peux dire j'ai un login qui est pas bon, un mot de passe qui est pas bon, un login qui est bon, le mot de passe qui est pas bon, les deux sont bons, inversés, mais il n'y a pas que ça, il y a la taille, il y a tout un tas de choses après à l'extérieur. Et après, donc voilà quoi. Il faut vraiment faire attention pour la partie des tests et comment les préparer. Donc tout n'est pas automatisable. Non, tout n'est pas automatisable.
Et même quand on veut automatiser, il y a une étape préalable. Alors, il faut faire une analyse. Une analyse, il y a plusieurs choses. Alors, on peut se baser un peu sur l'analyse des risques et se dire, voilà, ça c'est super risqué, mais est-ce que ça va être facile à mettre en place? Parce qu'il y a un coût quand même à l'automatisation. Il faut savoir que quand on automatise quelque chose, derrière, il peut y avoir de la maintenance quand il y a des modifications qui sont faites en développement sur un scénario métier donné. On peut avoir du développement qui change un endroit pour faire en sorte que ce soit plus rapide ou pour changer une base de données derrière et tout ça. Donc, on peut automatiser. Donc, ça peut ne pas se voir comme ça peut se voir. Et donc, si tout est modifié, ça ne sert à rien de faire de l'automatisation dessus, puisque c'est tout le temps modifié. On va faire de la maintenance à fond sur le développement automatisé qu'on a fait. Donc, il faut réfléchir aussi là-dessus. Et tu vois, par exemple, je sais que dans ce qui est Scrum, tout ce qui est approche agile, la partie test, il y a beaucoup de tests de non-régression. Donc, toujours vérifier qu'une nouvelle feature, enfin, une nouvelle fonctionnalité n'a pas dégradé quelque chose qui marchait bien avant. Et donc, il y a cette notion dont il faut automatiser un maximum. En réalité, comment ça se passe en vrai? Non, en fait, c'est pas le mot automatiser un maximum, ça veut dire il faut automatiser, alors pas forcément un maximum, mais avec une réflexion, je vais dire entre parenthèses, humaine. À l'origine, il y a 20-25 ans, on avait des outils qui étaient capables de faire des parcours dans le développement qu'on avait fait et de sortir, par exemple, là, on aurait pu faire 10 tests, ils en sortaient quoi, 5000. Donc ça ne servait strictement à rien. Et comme ça changeait tout le temps, ils s'adaptaient, mais on perdait peut-être 2-3 jours. Alors qu'en fin de compte, en faisant que 10 tests, en programmant que 10 tests qui étaient efficaces, c'était aussi bien. Et à l'heure actuelle, c'est toujours la même problématique. Si on automatise les tests, on va où? C'est pas possible. On ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Et dès qu'il y a une erreur, il faut la regarder. Donc, allons à l'essentiel. La plupart du temps, les développeurs, ils font des tests. Enfin, ils développent des tests qui vont uniquement à l'essentiel parce qu'ils ont une particularité sur le test intégration, enfin le test unitaire, pardon. Le test qu'ils vont faire, c'est tout petit. Donc, ils peuvent les rajouter. Mais bon, après, il ne faut pas en faire partout, quoi. On fait juste 2-3 trucs et c'est Donc, répété systématiquement dans la chaîne qu'on va appeler DevOps après pour mettre les tests dedans, quoi. et alors, j'aurais bien aimé parler de DevOps, c'est peut-être une autre fois. Une autre fois. Là, voilà, ça aussi, ça fait pas mal, ça attire pas mal de candidats, enfin voilà, pour mettre ça sur le CV. Compliqué DevOps, attention. Voilà, il y a entre l'apprentissage de base et la Ouais. réalité. En tout cas, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, pour celles et ceux qui découvrent, on voit bien que c'est extrêmement complexe parce qu'on a parlé de niveau de test, de type de test, donc de cadran, on a parlé de QA, de QC, on a parlé de stratégie, plan de test, campagne, scénario, Mm. cas de test, on a parlé de méthode de gestion de projet qui a influencé le test, de Mm. les tests manuels, des tests automatisés, on a parlé d'outils de langage comme Cucumber, pardon. Donc, vous voyez déjà, pour celles et ceux qui veulent rentrer dans le test en disant, c'est la petite porte, c'est simple et après je ferai business analyst, imaginez déjà comme on peut aller dans le détail et c'est vraiment un testeur de qualité expérimenté, c'est vraiment extraordinairement important pour la réussite d'un produit et d'un projet. Les deux vont quand même ensemble, enfin, en tout cas, ils sont corrélés. Et voilà, je voulais vraiment déjà que vous ayez cette notion-là. Maintenant, comme toi, tu es double compétence business analyst et qualité logicielle, est-ce que tu pourrais nous illustrer concrètement comment la business analyst va booster la qualité logicielle? Donc, tu as quand même déjà répondu un petit peu. Et comment, finalement, QA, donc qualité assurance, QC, qualité contrôle et business analyst peuvent travailler ensemble. Euh, Est-ce que, enfin, déjà, on va commencer déjà par le début. Comment la business analyst booste la qualité logicielle? Déjà, c'est la première chose. Alors pour moi, la business analyse, elle va te permettre de comprendre ce que tu vas donner comme produit final au client. Donc, tu vas avoir un schéma, des processus, des process métiers, ce genre de choses. Ensuite, bon, le business analyst, bien sûr, il y a des modifications qui peuvent être faites suite à des demandes. Donc, il va écrire des documents, alors plus ou moins longs, suivant les typologies de façon de faire, si c'est de l'agilité ou pas. Mais ça va permettre à chacun de comprendre exactement ce que, au produit final, on veut avoir. Et si on n'a pas cette chose-là, quand on va faire des tests, on va lire des docs, toutes bêtes, sans comprendre, on va des docs à droite à gauche, on va faire du développement, et on va faire des tests sans comprendre vraiment la finalité de la chose et l'importance que ça a au niveau du métier qui va utiliser l'applicatif.
Donc, la business analyse, moi, ce qui m'arrivait souvent, c'est que soit j'ai été business analyst direct pour faire des modifications, soit je suis arrivé en tant que test manager et j'ai essayé de comprendre. Dans une de mes dernières expériences, ça a été mon cas. On s'aperçoit que chacun des projets qui participent à un produit travaille de façon séparée. Ils font des tests un petit peu en commun, mais sans vraiment comprendre. Ah non, moi je prends cette donnée, on me la donne, voilà. Donc je dis, mais tu te rends compte de l'importance que tu as? Bah non, je donne une donnée, quoi. Non, 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 non. Chacun est important dans la chaîne. Et donc, il va falloir travailler sur la compréhension de façon transverse et métier pour savoir ce qu'on va avoir comme produit final. Et essayer, avec ça, de le faire comprendre aux autres qui sont du côté technique. Alors, je sais très bien que la plupart du temps, les techs, ils font du dev et ce genre de choses, mais souvent, ils sont intéressés de savoir si ce qu'ils ont fait est bien et a bien porté ses fruits. Donc, en fin de compte, on leur montre un petit peu que, ben voilà, on fait une petite démo pendant une demi-heure, voilà, tu as développé ce truc-là, ça se trouve à cet endroit-là, et le métier, il est super content parce que ça s'est bien passé. Donc, en fin de compte, la business analyse va permettre de comprendre la finalité pour le produit, de travailler sur les risques, bah, pour se dire, bah, voyons du côté des IT, est-ce qu'ils ont vraiment bien testé les parties qui sont un peu plus risquées? Et puis tout le monde, on va dire que tout le monde est content quand tout se passe bien. Mais la business analysis, ça te permet de bien comprendre le produit final et où tu veux aller. Et en gros, d'aller vers la satisfaction du métier. Et sachant que le client final, le métier, hein, qu'on appelle le métier, le client final, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout le monde sur la planète est un client final. Ça, c'est un truc où depuis que je suis jeune, je me suis toujours mis ça en tête. Je ne peux pas laisser passer des trucs. Si je suis client final, je ne serai pas content. Donc, bonne explication. Alors, comme tu as fait beaucoup de vidéos sur la business analyse, je ne vais pas rentrer sur les cas des licitations et ce genre de choses, les workshops et compagnie, mais il y a beaucoup de réunions qui sont faites pour justement comprendre de façon transverse et amener les informations. Alors, c'est pas péjoratif quand on dit niveau le plus bas, c'est juste parce que c'est les IT, c'est le corps, hein, c'est euh, c'est derrière ou juste toute la fondation qui permettent de faire en sorte que ça fonctionne bien, euh, justement dans la vraie vie. Donc Super voilà. intéressant. Donc, effectivement, je te remercie. Donc, d'après ma compréhension de ce que tu expliquais, c'est hyper important pour préparer des bonnes stratégies tests, Mmh, des oui. bonnes campagnes et cas de test et scénarios de test, et en même temps pour la communication, Mmh, pour impliquer en fait les devs, donc oui. les IT comme tu dis, leur faire comprendre qu'en fait eux c'est pas juste des pondeurs de code, mais Voilà, derrière il y exactement. a une vraie valeur ajoutée de leur travail au niveau de l'impact en fait Mmh, sur les pôles métiers, les utilisateurs métiers ou les clients finaux de l'entreprise. Et donc, quelque part, ça les tire vers le haut, eux aussi, mmh. quoi. Donc, Tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, parce que j'ai, dans ma dernière expérience, j'ai discuté avec une personne pour lui poser une question, et sa réponse, elle m'a dit: «Mais enfin, je sais pas du tout de quoi tu me parles». Et j'ai dit: «Mais attends, je comprends pas, on parle de choses qui sont utilisées par le métier et ta partie, elle est vraiment importante. Comment se fait-il que tu ne sois pas au courant?» «Bah, on me l'a jamais présenté». Et ben, je lui ai donc présenté. Et mmh, là, elle m'a regardé, elle m'a fait: «Ben, je pense qu'on est plus important qu'on le croit». Je fais: «Oui, tout à fait, vous êtes plus important qu'on le croit. Donc faites attention, je vais regarder avec vous pour faire des tests de perf, ce genre de choses, des tests fonctionnels. Alors les API, ça c'est au niveau technique, mais bon, donc ils ont poussé un petit peu plus les tests et je travaillais énormément avec les product owners, les business analysts. Alors normalement, on évite d'aller titiller les développeurs, on passe par le Scrum, on voit avec le Scrum Master, pardon, ou le PO, et on lui dit: «Est-ce qu'on peut aller voir, discuter, s'ils n'ont pas bien compris?» Alors oui, on peut créer des tests avec eux pour montrer que, cette partie-là, elle doit être bien testée et leur faire mieux comprendre que c'est important. Donc voilà, tout le monde est important dans la chaîne et ouais. il faut pas tirer le drap à soi, systématiquement en disant: «Oui, les billets sont importants», non, Mmh, tout le monde est vraiment important. Il faut mmh. que ce soit une chaîne concrète et qui se comprenne bien. Et c'est très bien que tu le dises et je suis tellement d'accord avec toi. J'aimerais terminer cette question sur la collaboration Business Analyst QA QC avec toi, tu as quelques success stories quand même dont on a parlé avant. Tu m'as parlé de deux gros programmes dans l'assurance où initialement aucun acteur ne savait comment ça fonctionnait.
Alors, est-ce que c'était l'expérience que tu viens de nommer à l'instant? Euh, Euh, oui, alors celle-ci, ouais, c'était exactement celle-ci. Ça, c'est la dernière. Et j'en avais une autre avant, mais je ne peux toujours pas citer l'entreprise, où justement, quand je suis arrivé, personne ne savait comment ça fonctionnait. Et il m'a fallu à peu près 15 jours. Alors, je sais, ça peut paraître rapide, pour aller voir, alors, en tant que business analyst, d'autres business analysts, mais ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas du tout que j'étais business analyst, puisque j'étais là en tant que test manager. Donc j'ai été voir avec eux, travailler avec eux sur les spécifications qu'ils avaient écrites, m'apercevoir qu'en fin de compte, il y avait des mélanges pas possibles et que c'était pas possible de sortir ces trucs-là, donc de demander des modifications. Et en fin de compte, ils s'aperçoivent à la fin et se disent: ah ben mince, on avait mal compris le truc. J'ai ah bah voilà. Donc ils ont repris les documents dans le bon sens. Moi, je les avais pris à moi-même dans le bon sens pour les intégrer dans un gros logiciel, parce qu'on utilise des gros logiciels pour mettre les scénarios sous forme d'arborescence et pouvoir les suivre. Et donc, je l'avais fait avant eux, mais bon, eux, ils ont été obligés de le faire et de représenter les documents parce qu'il y avait des trucs cachés et qu'ils n'avaient pas compris du tout, quoi. Donc, donc c'est là, toujours important d'avoir la casquette, justement, de business analyst. ouais, donc là, on voit bien dans tes exemples, même si évidemment, pour des raisons de Je confidentialité, peux pas, je peux pas en tu veux parler. pas, mais on voit bien que quand on arrive à faire coopérer le QA, le QC et le business Mm, analyst, en fait, on bouge plein de trous dans la mm, raquette, on a une meilleure compréhension mm. globale, on s'est créé une stratégie cohérente, et on voit aussi, tu vois, c'est intéressant, c'est que toi, tu es arrivé comme test manager, donc parce qu'effectivement, le test manager, c'est vraiment un rôle, c'est un Oui, stratège, on va dire, du voilà, test. stratège, ouais. Et pour être stratège du test, il faut être capable aussi de comprendre la partie Mm, business. Et mm, donc, voilà. Et donc, c'est très intéressant. Moi, je pense que ça va peut-être faire réfléchir certains et certaines qui regardent cette vidéo. Et alors, on va terminer par le sujet Ah. à la mode, mais tellement important et qui Mm. fonctionne tellement. On parle de l'intelligence artificielle. Donc, toi, tu as pas mal étudié le sujet. Quand on a discuté entre nous, on voit que tu as vraiment, t'es allé jusque, voilà, t'as Ah, appris. j'ai pas mal regardé. Ouais. Bon, ça fait à peu près 2 ans que je regarde. Ouais, Et on s'aperçoit qu'on n'est pas. Enfin bon, ok, tout le monde parle d'intelligence artificielle, tout le monde veut y aller, ce genre de choses. Alors, il y a des choses qui avancent, bien sûr. Il y a des entreprises et des entreprises françaises qui sont très bien là-dedans. Je ne les citerai pas, vous pourrez les trouver parce que il suffira de regarder sur Internet. Et elles parlent de façon de faire et d'intelligence artificielle. Un truc à savoir, à l'origine, l'intelligence artificielle, c'est principalement de l'algorithmique, donc des algorithmes qu'on développe, et les algorithmes sont développés par des humains. L'intelligence artificielle est donc développée par des humains. Donc il faudra faire très attention en utilisant de l'intelligence artificielle dans tous les corps de métier, à bien vérifier humainement parlant les résultats par rapport à ce qu'on a injecté. Et c'est pareil pour le test. Donc on avance là-dessus, on a des outils qui permettent de suivre des chemins humains, d'être capable de les reproduire. Certainement, alors bientôt, ça, je pense que ça sortira assez rapidement, de réfléchir et d'avoir une réflexion et de pouvoir sortir des cas de test différents de l'humain. Mais pour moi, un truc à savoir, et c'est partout pareil, il faudra toujours qu'il y ait des humains derrière. Donc, il ne faut pas tout relayer à l'informatique, comme quoi l'informatique, c'est le Dieu qui va tout faire. Non, 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 non. L'humain devra toujours être là, avec des experts qui travailleront sur l'automatisation, par exemple, et qui vérifieront pour être sûr que tout fonctionne bien. Maintenant, enfin, je fais confiance aux gens pour aller chercher un petit peu des informations là-dessus, parce enfin, il y a tout type de développement qui existe à l'heure actuelle. Il va y avoir tout type d'intelligence artificielle. Hein, si on prend les langages, il y en a des tonnes. Des applicatifs, il y en a des tonnes aussi. Si on veut faire de l'intelligence artificielle pour faire des tests métiers et qu'on a 15 applicatifs pour sortir une chaîne complète, on va avoir du mal. Alors, on avait parlé aussi d'RPA à l'époque, qui était capable de synthétiser Robot Process voilà, Automation. exactement, Ouais. capable de reproduire des chaînes que le métier faisait, mais avec 3, 4 applicatifs. Si on en a 4, 5, les bases de données, ce genre de choses, après, ça devient très compliqué. Et l'intelligence artificielle, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises françaises qui travaillent là-dessus, qui poussent l'utilisation de ce genre de choses et qui travaillent sur les processus métiers. Donc, il y a le processus métier et il y en a d'autres qui travaillent justement sur la partie IT. Donc, après, bon, on peut descendre assez bas,
Pour l'instant, je pense que ça avance et qu'il faut y aller à l'utilisation à tâtons et toujours faire ce qu'on appelle un proof of concept. Donc, avoir des preuves, donc prendre des scénarios, chacun de son côté, du côté métier, du côté IT, et de travailler avec les outils pour montrer de quoi ils sont capables. Et s'il y a des preuves derrière qui permettent un gain de temps. À savoir que, comme ce que je disais tout à l'heure, plus on va faire de l'automatisation, plus on va faire de l'intelligence artificielle, plus il risque d'y avoir de la maintenance si jamais il y a des modifications. Donc bien comprendre à l'origine ce vers quoi on veut aller et ce qui risque d'être modifié. Donc, Est-ce voilà. que tu penses quand même qu'il peut y avoir une coopération entre, on va dire, les robots, l'IA et l'humain pour peut-être avoir une meilleure couverture des exigences, une meilleure complétude des tests, puisque tu disais, on a commencé cette interview avec des exemples, il fallait faire 18 000 tests en une semaine, etc. Est-ce que, bah, quelque part, cette collaboration IA-humain, avec des humains vraiment formés comme toi tu l'es et expérimentés sur le test logiciel et non pas des exécutants qui réfléchissent pas, bah, peuvent quand même pousser vers une meilleure Bien sûr, bien technologie. sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Je ne citerai pas l'entreprise française qui travaille là-dessus, mais c'est une entreprise où il y a des chercheurs et des chercheurs en informatique et puis en logique et en développement qui travaillent là-dessus, qui ont sorti des logiciels qui travaillent sur les process métiers et qui font de l'acquisition. Et puis ça peut permettre effectivement alors, de choisir. Alors, si on prend de l'IT, bien évidemment, l'IT, elle peut être fortement aidée parce que l'intelligence artificielle, elle va pouvoir passer et comprendre un petit peu le développement et passer par des endroits où l'humain n'est pas passé. Par contre, il faut faire attention parce que ce que je disais à l'origine, il y a plus de 25 ans, il y avait des logiciels qui justement étaient capables de pondre des centaines de cas de tests différents au niveau de l'IT et en fin de compte, 98% étaient totalement inutiles. Donc voilà, quoi. On travaille la plupart du temps par ensemble. Dans une chaîne, tu as des ensembles de données qui vont être utilisables pour faire une chaîne complète. Et ça sert à rien de tester 1, 2, 3, 4, 5 comme valeur, alors qu'en fin de compte, si je prends juste 3, c'est représentatif du 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, il faudra le modéliser, il faudra lui faire comprendre, il faudra passer par le processus, donc lui montrer le processus. Et puis de toute façon, il y aura toujours l'humain derrière pour regarder. Par contre, ils monteront vraiment en compétence sur ce genre de choses. Donc en fait, si je comprends bien, le QA, il n'est pas en danger de disparaître, mais il va forcément devoir s'adapter, Voilà, voilà. et évoluer en termes de compétences et Mm. hausser Mm. ses compétences en fait C'est un pour ne peu pas être comme, remplacé. En voilà, fait. tout à fait, c'est un peu comme le test manager. Le test manager, enfin, si on regarde sur Internet, les tests managers, enfin bon, il y en a des appels d'offres qui sont un peu folichonnes, mais le test manager, il doit obligatoirement s'adapter. Et puis, on avait dit le test manager va disparaître, donc il va être remplacé plus par un test lead, mais il va devoir devenir plus technique pour entrer en agilité. Le problème, c'est qu'ils sont, de ce que je m'aperçois, en rentrant trop là-dedans, on va plutôt trop vers le QC et c'est pas forcément de l'assurance qualité à 100%. Ça en fait partie, mais il y a un manque. Très bien. Donc voilà quoi. Très, très intéressant. Franchement, Lionel, mille merci pour toutes tes explications. J'espère que vous avez apprécié, vous, face à votre écran, bah, tout le temps que Lionel vous a donné pour vous expliquer son métier, son expertise. Je voudrais juste finir sur, bah, toi, on peut te retrouver sur LinkedIn. Donc, je vais mettre Oui, sous la vidéo, je vais mettre ton profil. Si tu veux peut-être dire un mot sur, toi, tes freelance. oui, je suis Si jamais freelance. il y a des entreprises qui voient la vidéo et qui ont besoin de tes services, qu'est-ce que tu proposes et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, comment ils peuvent te contacter? Bah, ils peuvent me contacter directement en passant par LinkedIn parce que j'ai mis mes coordonnées sur le site, comme ça tout le monde peut me trouver. De toute façon, si vous tapez mon nom sur Internet, vous le trouverez forcément. J'avais fait un site à l'époque, mais j'ai plus le temps de le maintenir, donc il date au moins 2016, où j'avais mis quelques petites choses dessus. Mais sinon, bon, la plupart du temps, je suis en tant que QA manager, test manager. Je peux être test lead interprojet, business analyse en SI. Alors, le business analyse en SI, on est bien d'accord que c'est pas forcément ma priorité, mais pour moi, c'est quand même une obligation d'avoir quelqu'un qui soit capable de comprendre le métier, d'aller
voir le métier ou le représentant métier pour comprendre un petit peu comment la totalité des choses fonctionne et être capable de concevoir justement des documents qui permettront d'avancer au niveau de la qualité et au niveau du contrôle, donc de faire des stratégies de test et ce genre de choses, test plans et ainsi de suite, comme ce dont tu as parlé. Donc voilà. T'es sur quelle région, toi? Alors moi, je suis sur la région parisienne, Ok. donc je travaille très souvent sur la Défense, mais à la rigueur, je peux me déplacer un petit peu si c'est pas trop loin. J'ai fait des interventions en Europe, hein, en En remote Italie, aussi, ça doit en exister. remote aussi, mais alors avec une préférence pour le présentiel, hein, parce Ouais. que quand on travaille avec différents projets, on n'a pas forcément les personnes qui travaillent en remote là toute la semaine, donc on est obligé un petit peu plus d'être en présentiel. Moi, ça ne me gêne absolument pas d'être en présentiel. Au contraire, je préfère être au contact des personnes pour avoir des résultats à mes questions, des résultats à des problématiques immédiatement, plutôt que d'attendre 2-3 heures. Enfin bon, ça peut faire perdre du temps. Eh Donc ben, voilà écoute, quoi. merci beaucoup. Donc, Je t'en écoute, prie. déjà, je te redis mes remerciements de tout Je ce t'en temps-là prie. que tu as accordé à la chaîne et à toutes les personnes qui verront la vidéo, qui en ont appris déjà beaucoup sur le test. Vous voyez, c'est juste l'ouverture de la boîte de Pandore parce que derrière, c'est très Mm. complexe. Ça nécessite une réelle expertise pour apporter quelque chose d'important dans la chaîne de valeur du produit. Donc, merci encore, Lionel. Et Je t'en prie. encore une fois, je mettrai tout sous la Et vidéo pour te contacter. on est resté quand même au niveau parce que, comme tu l'as dit, Ouais, c'est très compliqué. Donc, si vous avez ouais. vraiment besoin d'autres explications, bon, vous pouvez me contacter, mais vous pouvez chercher sur Internet. Alors, en croisant différents sites, hein, ne prenez pas qu'un seul site, croisez les sites. Et comme ça, Bah là, vous on est avez. forcément resté high level. Je Oui, pense là. qu'avec les peu de choses qu'on a dit, on sent Ouais. bien que derrière, il y a énormément de Mm. choses à creuser. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Encore un grand merci, Lionel, Je t'en prie. cette interview. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. À bientôt.